Jung et le nazisme. C'est une situation qui est complexe, qui a évolué dans le temps. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler de faits, je vais vous donner les sources et je vais éviter de juger. Je me référerai plutôt au consensus des historiens sur la question. D'abord, le rôle institutionnel de Jung, ça c'est quelque chose qui est très établi. Comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, en 1933, Freud fait de Jung le président de la Société internationale de psychothérapie, médicale d'ailleurs, la SIPM. Cette société, elle a une section allemande qui est placée sous contrôle nazi. Dans cette section allemande, les membres juifs ont été exclus. Jung accepte de diriger cette organisation qui en fait a été arianisée, si on peut dire ça, dans les faits. Même s'il tente de maintenir une façade internationale, on peut quand même se demander pourquoi il a accepté cette position. Ce point, il est historiquement indiscutable. Il a accepté une responsabilité institutionnelle dans un contexte où on peut parler de compromission. Pour ça, je vous renvoie au travail de Shamdasani. C'est un travail qui s'appelle Jung and the Making of Modern Psychology, qui a été fait par l'université de Cambridge en 2003. Donc quelque chose de très factuel. Au niveau de ses écrits, on a beaucoup d'écrits, comme je vous l'ai dit, il y a quand même beaucoup de choses documentées sur le sujet. Il y a des écrits qui ont été très problématiques de sa part entre 1933 et 1936, notamment dans les journaux. Il a publié plusieurs articles dans un journal qui s'appelle Centralblatt für Psychothérapie. C'est une revue qui est sous influence nazie, très officiellement. Elle est placée sous supervision nazie. Et dans ces textes, il parle de psychisme juif qui serait à différencier du psychisme germanique. Il attribue au psychisme juif un caractère intellectuel et au psychisme germanique une plus grande proximité avec l'inconscient collectif. Voilà, c'est très problématique. Est-ce qu'il a fait ça pour faire plaisir et obtenir quelque chose, ou est-ce qu'il y croyait vraiment? On ne le saura jamais. Il y a une citation qui a souvent été discutée et très critiquée qui date de 1934 où il dit « L'inconscient arien a un potentiel plus élevé que l'inconscient juif ». Autant vous dire que oui, c'est très très antisémite. Même si on le replace, cette phrase, dans un contexte où on dirait oui, mais il n'avait pas trop le choix, parce qu'en fait, à cette époque, on avait beaucoup de pression sur les épaules, c'est une phrase qui est très objectivement antisémite, selon les standards d'aujourd'hui, mais aussi selon les standards de l'époque, et cette phrase a été extrêmement critiquée déjà à l'époque. Ce qui était loin d'être facile de critiquer des écrits ariens, ou du moins antisémites. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans notamment un écrit de Meidenbaum qui date de 1988, qui s'appelle « Lingering Shadows, Jungian, Freudian and Antisémitisme », sur lequel je me suis appuyée. Dès les années 30, il y a eu des critiques, ce n'est pas des critiques rétrospectives, dès la publication de ces écrits antisémites, il y a des analystes juifs et des analystes non juifs qui vont mettre de la distance et qui vont dénoncer son ambiguïté, son utilisation de pseudo-standards ethniques, comme s'il y avait des catégories ethniques, son silence face aux persécutions qui étaient déjà connues à l'époque. Donc tout ça, le monde de la psychanalyse et de la psychologie n'a pas hésité à dire haut et fort, pour certains bien sûr, pas pour tout le monde, mais pour certains, ils ont été assez courageux pour dire clairement qu'ils n'étaient pas d'accord avec sa manière de montrer le monde et surtout ses propos purement antisémites. Même Freud, qui pourtant était son ancien mentor, il va garder une distance très prudente, il va se montrer critique en privé, on le sait, mais officiellement, il ne va jamais attaquer frontalement Jung.
non pas, comme il l'explique dans ses écrits, non pas parce qu'il serait d'accord avec Jung, mais parce qu'il veut à tout prix préserver le mouvement psychanalytique qu'il a mis tant d'énergie à construire. Et même s'il y a eu cette rupture avec Jung, pour autant, il ne veut pas tout faire imploser simplement parce que son dauphin, son héritier, aurait des paroles malheureuses. Ça, on le retrouve dans la correspondance entre Freud et Jung, qui a été rééditée dans sa globalité assez récemment, mais on peut le retrouver dès les années 1974. Et puis, Peter Gay a travaillé sur Freud, et il a notamment écrit A Life for Our Time en 1988. À la décharge de Jung, il y a aussi des faits qui sont établis, notamment le fait qu'il a aidé des patients, des analystes juifs. Il va intervenir à plusieurs reprises, Jung bien sûr, il va intervenir à plusieurs reprises pour aider des collègues à émigrer, pour aider des patients à émigrer. Il va leur fournir des lettres de recommandation dont on a réussi à avoir des traces, donc il y a quand même eu des choses de fait et ce ne sont pas que des on-dit. Il va les aider à contourner des mesures administratives grâce à ses lettres et grâce aux demandes qu'il a pu faire personnellement à différentes personnes du monde administratif qui pouvaient laisser créer des passe-droits. Donc on peut dire qu'il y a eu des actions réelles de sa part. Pour autant, ça ne fait pas partie d'une résistance organisée, d'une résistance politique. Pour ça, j'ai retrouvé ça également dans le travail de Shamdasani dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi la biographie de Jung qui a été écrite par Baer et par Derdre en 2003, une biographie plus contemporaine. À la fin des années 30, on va dire à partir des années 1936 et plus, la position de Jung vis-à-vis du nazisme et des institutions allemandes de manière générale va évoluer. Il va prendre ses distances, il va critiquer explicitement le nazisme dans d'autres textes qui sont sortis plus tard, notamment dans son ouvrage Essai sur la psychologie contemporaine qui est sorti en 1937. Il analyse Hitler comme une figure archétypale possédée et pas comme un héros politique. Donc voilà, enfin, il se met à écrire des choses contre Hitler et contre le mouvement politique d'Hitler. D'Hitler, il va dire notamment, c'est un homme habité par des forces inconscientes collectives. Voilà. Bon. Les historiens aujourd'hui, ils s'accordent tous sur le fait que Jung n'a pas été nazi, mais il a tenu des propos qu'on dit essentialisants. Il a accepté de faire des compromis institutionnels très problématiques dans les années 30, et c'est seulement à la fin des années 30 qu'il a adopté une position plus critique de manière officielle. Et toutes ces ambiguïtés-là, elles doivent vraiment être reconnues, elles doivent être analysées et elles doivent être enseignées. Alors, il ne faut pas mettre ça de côté en faisant comme si ça n'avait jamais existé. Ça a existé et c'est important de le prendre en considération quand on veut parler d'un personnage aussi ambigu, intéressant mais ambigu qu'a été Jung. Sur les consensus historiques, je vous renvoie au travail donc, de Baer sur la biographie de Jung, au travail de Shamdasani et de Mendenbaum dont je vous ai déjà parlé. On peut aussi se pencher sur le travail de Kerr qui s'appelle A Most Dangerous Method, qui va donner lieu par la suite à un film, A Dangerous Method, dont je vais vous parler parce que ce film est problématique également. Juste pour terminer, avant de vous parler un petit peu du film, juste pour terminer sur Jung et le nazisme, voilà, il n'a pas été membre d'un parti nazi, c'est important de le préciser aussi, je ne l'avais pas dit. Mais comme il a tenu au début des années 30 des propos très problématiques, et comme il a accepté des responsabilités dans un contexte arien et d'arianisation des institutions, c'est important de garder cette ambiguïté à l'esprit. Ça n'annule pas son travail, ça ne justifie pas son travail non plus. Il a été fondateur de la psychanalyse et il a une œuvre théorique extrêmement intéressante, mais gardons à l'esprit que, comme beaucoup d'hommes, il était complexe
et ça a donné lieu donc à des interprétations nombreuses et variées depuis les années 40, mais depuis son décès également. Le film Dangerous Method, c'est un film de David Cronenberg qui est sorti en 2011, qui parle notamment de tout ça, de sa position par rapport au nazisme, et malheureusement il y a beaucoup de simplifications. Voilà, c'est une œuvre de fiction. Je vous en parle dans une prochaine vidéo de manière un peu plus, de manière poussée. Là, je vous en parle pas du tout. En tout cas, c'est un film qui est intéressant. Si vous voulez découvrir un petit peu Jung, n'hésitez pas à le regarder, mais gardez en tête que c'est une fiction, que c'est extrêmement romancé et extrêmement caricatural. À bientôt, bye bye.